Mon ami Amar, qui est au Mali, là, lui, là, c'est le trafic humain dans le sport. Là. Il y a des enfants de 8-9 ans au Mali, là, aussitôt qu'on voit un bon talent en eux, là, on va voir les parents, puis on leur offre une somme d'argent. Les parents acceptent parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est un pays qui est sous une 4e dictature de suite. Et que les parents laissent aller les enfants. En échange de l'enfant parce qu'ils voient un potentiel en lui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, on est ailleurs. Là. J'ai une image bien précise. Ce lundi matin-là, il y a une histoire qui m'est racontée. Là, c'était l'accumulation. Ça a été là. Là, c'est assez. Il faut marquer les esprits. Le monde du sport, Jérôme. Le monde du sport. Les arbitres, les parents, les joueurs. Pas toujours facile. On entend des histoires, là. Ouais, il y en a des vertes et des pas mûres. Et aujourd'hui, on a un expert avec nous. Quelqu'un qui œuvre dans ce milieu depuis déjà plusieurs années. On est content de l'avoir et je pense que vous allez aimer ce podcast-ci. Sylvain Croteau, directeur général de Sportaid. Oui, tout à fait. Allô? Salut. On parle du milieu du sport au Québec. Ça bouge beaucoup récemment. Il y a eu les Jeux du Québec, entre autres, on en a entendu parler. Si on fait le topo, pour toi qui est quand même bien placé, pour voir ça ressemble à quoi présentement, le climat de sport au Québec, pour toi présentement, c'est quoi? Moi, j'ai envie de dire que ça va bien. Ça va très bien. On a un écosystème qui est très mobilisé. Les organisations veulent bien faire les choses. Là où il y a une grande préoccupation, c'est sur toute l'importance démesurée qui est parfois accordée aux performances sportives de nos jeunes. Puis je m'explique. Tu sais, nos jeunes, puis moi j'en ai des enfants qui font du sport, là. Quand je les inscris... Là, 1, 2, 3 enfants qui vont du sport, OK. Dont au basket. Les 3 au basket. Ouais, au basket. La seule affaire que je souhaite... En fait, il y a 2 affaires que je souhaite. Un, c'est qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait du fun. Puis la deuxième, j'espère que quand ils vont avoir des poils gris comme moi, là, ils vont encore faire leur sport. Ça, moi, ça va me dire qu'ils ont eu du fun et qu'ils sont restés dans leur sport. Actuellement, ce qui est très préoccupant, c'est de voir le fort taux de décrochage. Actuellement, là, c'est un sportif ou une sportive sur 3 chaque année qui quitte un sport avant d'atteindre l'école secondaire. Ça, c'est par écœurant titre. Ouais, les pertes de plaisir, pression qui est mise par les entraîneurs, par les parents, par les pairs, P-A-I-R-S. Avant le secondaire? Ouais. Avant même, OK. Ça, là, c'est du monde qui quitte parce qu'ils n'ont pas de fun. Puis ce qui est préoccupant là-dedans, c'est qu'à moyen et long terme, ils ne reviendront pas, là. Ils ne reviendront pas parce qu'ils vont essayer de trouver d'autres passions. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est tout ça sous le prétexte de l'obsession des résultats. Puis, tu sais, nous, on a fait au cours de la dernière année, on a porté une attention sur nos interventions qu'on fait sur notre ligne d'écoute. Puis, le principal constat, c'est toute l'obsession sur l'atteinte de résultats et de performances qui est mise par les gens dans l'écosystème du sport. Fait que pour cette raison-là, pour l'une de ces raisons-là, il y a beaucoup de jeunes actuellement qui quittent. Puis là, ce qu'on oublie là-dedans, c'est que ces jeunes-là qui quittent, il y en a combien qui auraient pu devenir des champions? Mais là, on les échappe. Tous ceux qui sont des late bloomers en mauvais français, là, qui sont à développement tardif, là, puis il y en a plein d'exemples comme ça, là. On ne saura jamais ce qu'ils auraient pu devenir. Parce qu'ils ont quitté à 12, 13, 14 ans. Vous avez une ligne d'écoute? Oui. Nous, chez Sportaid, on a un service d'écoute et d'accompagnement. Qui appelle? Comment ça marche? C'est le jeune qui trouve qu'il est trop benché? C'est le parent qui trouve que son jeune est trop benché? Qui appelle? Les parents vous appellent pour déplorer une situation? Ah oui. On a de tout. En fait, tu vois, l'année passée, c'est un peu plus de 1000 interventions. Il y a 2 ans, un peu plus de 1000 aussi. Puis il y a vraiment de tout. C'est des parents, des grands-parents, des jeunes, des moins jeunes, des officiels, des administrateurs, des bénévoles, des gens qui ont subi des choses il y a 15, 20, 25 ans, qui ont encore des traumas. Alors, on a tout. Oui, on a des gens qui nous appellent parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils trouvent que leur garçon joue pas assez. Mais ça, pour nous, c'est une occasion avec nos intervenants, nos intervenantes, d'ouvrir une discussion avec ces gens-là pour leur faire réaliser qu'on n'est pas en présence de violence, on n'est pas en présence d'abus. Ben c'est difficile, là, tu sais, on parle d'équité, d'égalité, là, pour un parent, il trouve que son fils, sa fille est peut-être meilleur que l'autre qui joue pas, c'est quand même... Ouais.
Le sport en soi, c'est pas évident, là. Les coûts aussi sont maintenant exorbitants pour certains sports, donc ça vient influencer le niveau d'émotion chez le parent. Ouais, ben ça c'est tellement important. Puis c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Je pense que comme société, on a actuellement à prendre un pas de recul, puis se questionner, réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire avec notre sport. Puis nous, chez Sportaid, on est en contact direct avec tout ce qui se passe avec la Commission sur l'avenir du sport au Canada. Puis j'ai parlé longuement avec la commissaire, Mme Maisonneuve. Et il y a plusieurs facteurs dans l'équation qui expliquent, par exemple, les comportements des parents, puis les pressions. Mais ça, cet aspect-là du sport qui devient de moins en moins accessible, autant dans les installations que dans les coûts, c'est extrêmement préoccupant. Tu sais, jusqu'à il y a quelques années, on se disait jouer au soccer, jouer au basketball, c'est des sports qui sont fort abordables. Des souliers, un ballon. Ben, ouais. Et de plus en plus, ça devient dispendieux, là aussi. Fait que, tu sais, il y a vraiment... Puis quand on a ça comme facteur dans l'équation, quand on regarde la pression actuellement sur les familles, sur les gens, en raison de l'économie où c'est difficile, tu ajoutes les coûts qui sont reliés à la pratique sportive qui vont toujours en grandissant, ben il y a des parents qui s'investissent beaucoup puis qui malheureusement se retrouvent dans une situation où ils attendent un rendement sur leur investissement. Est-ce que c'est souvent ça, les parents qui déboursent le plus, c'est eux qui attendent le plus, c'est eux qui causent le plus de problèmes, ou un parent qui joue, son fils est dans le plus bas calibre, qui dépense pas nécessairement? C'est-tu vraiment relié au montant que tu investis? Ah ben oui, la pression qu'il y a, qui est placée actuellement sur les parents puis les gens dans la pratique sportive, elle est importante, là. Tu sais, tu t'investis en temps, en argent. Fait qu'il y a des parents qui font pas cette distinction-là. Fait qu'ils se disent, moi, je suis ici, j'ai sacrifié mes vacances, j'ai sacrifié ma soirée. Ouais. Ça m'a coûté tant de centaines de dollars pour le plus beau bâton de hockey de mon garçon ou pour je ne sais quoi, quelle pièce d'équipement. Ben, tu sais, t'es mieux d'avoir du fun, t'es mieux de donner ton 100% parce que je te watch, tu sais, on le voit, on l'entend, puis les jeunes, on la sent, cette pression-là, chez eux aussi. Tu sais, précédemment, quand je vous disais que les jeunes décrochent, ben cette pression, cette perte de plaisir, un des facteurs, c'est le coût économique lié à la pratique sportive. Peut-être parlons d'histoire d'horreur, vu que l'Halloween s'en vient tranquillement. Vous avez dénoncé pendant les Jeux du Québec à Trois-Rivières, notamment plusieurs situations. Pouvez-vous nous en raconter quelques-unes? Ben en fait, ce que je voudrais d'abord faire, puis ça, je l'ai fait beaucoup au lendemain de cette sortie-là. En fait, la sortie, je l'ai faite parce que c'était le temps de donner un coup de pied dans la ruche. Vraiment, parce que depuis que Sportaid existe, depuis 2018, des histoires de parents et de spectateurs, on en a à toutes les semaines. Puis, tu sais, chez Sportaid, tantôt, j'ai parlé de la ligne d'écoute, mais j'ai pas mentionné qu'on va aussi à la rencontre des organisations sur le terrain, dans des activités, dans des ateliers. Fait que nous, là, chaque année, là, c'est des dizaines de milliers de personnes qu'on rencontre et à qui on parle. Fait qu'on n'est peut-être pas des chercheurs, mais on peut facilement dire qu'on est des experts du vécu. Fait que ce vécu-là fait en sorte que, pendant les Jeux du Québec, on a observé des situations, puis à un moment donné, en mauvais français, les fils se sont touchés en se disant, ben là, c'est assez. Les fils de Sportaid, oui. Moi, j'ai une image bien précise. Ce lundi matin-là, il y a une histoire qui m'est racontée. Là, c'était l'accumulation. Ça a été là. Là, c'est assez. Il faut marquer les esprits. C'est quoi cette histoire-là? Parce que t'en as vu, on t'en a raconté. On en a vu, on en a entendu. Quelqu'un qui quitte avant la fin des Jeux avec son enfant parce que ce parent-là est insatisfait du temps de jeu de son enfant et son enfant pleure devant ses coéquipiers puis tout le monde, puis lui il veut pas s'en aller. Il est 11h le soir dans le dortoir, il veut pas s'en aller, mais papa, maman, eux ont décidé que tu joues pas assez. Nous on te voit dans la Ligue majeure. Puis on nous l'a dit avant que les parents quittent, là. On a des contacts, nous. Il y a 12 ans, ton enfant. 22 juillet, fait 30 degrés. Peux-tu le laisser jouer au baseball avec ses amis, là? Puis ça, quand on m'a raconté ça, j'ai fait, il y a des milliers de personnes qui s'investissent dans la pratique sportive partout au Québec, chaque semaine de l'année,
pour offrir à nos enfants une expérience sportive positive. À l'inverse, on est confronté, entre guillemets, à des parents comme ça qui prennent des décisions fort douteuses, puis dans des situations qu'on a vues puis entendues aux Jeux du Québec, puis ailleurs. Puis là, au risque de me répéter, c'est pas seulement dans le cadre des Jeux du Québec que ça arrive. Là, on l'entend, nous, constamment. Une décision de même, tu sais, l'enfant qui veut rester là, non seulement le sentiment que l'enfant, ça doit être un peu de la honte, ça doit être, il comprend pas, mais les parents, quand ils prennent cette décision-là, c'est dans leur tête, je suppose, dans l'intérêt de l'enfant. Mm-hmm. Dans leur intérêt, c'est quoi qui se passe dans leur tête? Comment, je pourrais le dire, mais je pense que c'est beaucoup leur ego, malheureusement, qui prime. Tu sais, fait que la meilleure solution, c'est de partir avec l'enfant, puis de même, puis après, Ouais. Oui, OK. C'est spécial là que ces parents-là ont pris. Comme on a vu des parents qui ont menti sur des blessures de leurs enfants, c'est de la négligence, ça. C'est de la négligence, ça. Tu demandes à ton enfant, tu forces ton enfant à pratiquer un sport parce que toi, t'estimes que... Tu sais, nous, il y a quelques années, situation d'un enfant, 9 ou 10 ans, commotion cérébrale, ses coachs, les médecins, tu ne peux pas jouer. Les parents, eux, ont décidé qu'il fallait qu'il joue parce que ça allait nuire à son développement. Avec les coachs. Il y avait un plan long terme. 10 ans, les parents insistaient pour que l'enfant joue parce que eux, ils estimaient que ça allait nuire à son développement de ne pas pouvoir jouer. Puis l'enfant écoute ses parents à cet âge-là, je suppose. Il y a pas trop on a eu cet âge-là, hein? Ouais. Nos parents. Ben, puis on pense qu'ils ont la solution, la raison, surtout, là. C'est ça, mais quand... Mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, quand je dis prendre un pas en arrière, puis réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire dans notre sport, puis le rôle qu'on joue tous. Puis là, je veux pas porter le blâme sur quelqu'un en particulier, mais c'est un paquet de facteurs. Tantôt, on parlait de facteurs économiques. Parlons du rôle des médias. Tu sais, des parents qui décident que no pain, no gain, tu vas jouer. C'est quoi l'image qu'on envoie, nous, du sport professionnel? Pensons seulement au lendemain de la Coupe Stanley. Ben oui. On parle où tu t'en vas, là. On parle autant, sinon plus, des gars qui ont joué avec une épaule disloquée. Avec des côtes brisées. Patrice Bergeron en tête. C'est un héros, ouais. C'est quoi l'image qu'on C'est un tough. Pour te rendre là, il faut que tu fasses ça. L'hiver dernier, il y a eu une manchette à un moment donné dans la presse. Il y avait je me rappelle pas, là, c'était dans quel sport. Puis le titre, c'était tel athlète a compris que ça devait faire mal. Fait que les parents qui sont dans ce mindset-là, puis qui voient ça, quoi qu'ils montrent à leur enfant qui fait du sport, c'est ça la voie à suivre pour se rendre au plus haut sommet. Fait que tu sais, on a tous une responsabilité à jouer, puis on a tous, c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça que moi, quand on nous offre des opportunités comme celles qu'on a là actuellement, d'en discuter, c'est extrêmement important parce que les gens ne le réalisent pas tout le temps, puis on le dit avant d'allumer les micros, mais c'est sûr que c'est nos enfants, ça vient nous chercher, c'est des émotions, on veut le meilleur pour eux. Mais tu sais, là, c'est un jeu, là. Ben, le plaisir prime avant tout, là. Puis c'est on le voit, entre autres, je vais faire un lien avec le professionnel, parce que vous en avez fait un avec certains médias qui avaient. Ben, Martin Saint-Louis, lui, en tout cas, dans sa manière de coacher, j'ai l'impression, c'est le plaisir. Tout d'abord, là, avec ses joueurs, puis ça fonctionne bien avec ses jeunes joueurs. Tellement. Pour se rendre là, quand même, dans la réalité, en tête, j'ai, OK, celui qui va faire le plus de sacrifices, celui qui va se donner, s'investir le plus au détriment d'autres choses, c'est quasiment certain, il y a plus de chances quand même de se rendre. Fait que, est où la limite? Tu sais, je comprends que si tu as une côte cassée, là, faut que tu prennes le temps, mais si tu dis, OK, aujourd'hui, je vais passer 5 heures, puis là, mon père me dit, go, si tu veux, t'as pas le choix. Ah, mais on est dans l'extrême, là. Quand même. Ouais. Mais ça existe. Ça existe. Moi, je pense qu'il faut... Comment on fait pour savoir si c'est assez? Hein? Ouais, moi, je pense qu'il faut, comme jeune, d'abord, quand ils sont en bas âge, là, jouer. S'il vous plaît, là. Tu vas dans des environnements sportifs le samedi matin, là, tu vois des petits poutres de 7-8 ans, là, puis moi, des fois, j'ai une impression. Pour ça, c'est des butterfly athletes. Pour moi, là, c'est des jeunes, tu le vois, ils sont là pour être avec leurs amis. Tu vois leurs parents, puis eux autres, ils capotent leur vie parce que les enfants, pour eux, sont pas à tâche. Hey, c'est samedi, dimanche matin, il y a 8 ans, il y a 9 ans, il est ici pour probablement davantage être avec ses amis que jouer. Fait que laisse-le jouer, là. Parce que, tu sais, je reviens à ce que je mentionnais en introduction.
si on les met à bout puis qu'on les écœure sitôt, ils décrochent. Si on les laisse jouer puis avoir du fun puis avoir du plaisir, il y a de fortes chances qu'ils restent dans le sport. Puis quand va arriver le moment de faire des choix, là, à 13, 14, 15 ans, ça va devenir leur choix. Puis là, s'ils choisissent de s'investir, puis d'entrer dans un régime d'entraînement qui est plus exigeant, qui a des conditions gagnantes qui sont connues, convenues, avec des gens qui connaissent ça va faire partie de son développement. Mais tu sais, faut pas s'improviser, nous, comme parents, parce que nous, on aurait aimé ça, ou parce que nous, on aimerait ça. Il y a des gens qualifiés pour faire ça, pour accompagner dans le développement de nos enfants. Puis je pense que ça, il faut leur faire confiance. Nous, on a un rôle, c'est d'être parents. C'est qu'ils s'accompagnent, d'être présents, de les écouter. Ça, c'est le rôle qu'on demande aux parents. Faut-tu les pousser un peu des fois? Non. En fait, Tu sais, parce que le jeune de 15-16 ans, il a peut-être pas tout le temps le goût. Le parent, il voit peut-être que son jeune, puis là, je me fais vraiment l'avocat du diable, mais il voit vraiment son jeune, peut-être que s'il se donnait... tu peux-tu en parler? Il a 15-16 ans à ce moment-là, il n'y a pas 10 ans, il n'y a pas 9 ans, il n'y a pas 10 ans. Dis-là, faut quand même pas trop tu le pousses, tu peux y en parler, puis... moi, je pense que oui, tu le pousses pas. Mais je pense qu'il faut que tu en discutes avec. Tu sais, c'est peut-être l'occasion de... Tu sais, t'aimes ça? T'aimes-tu encore ça? Tu sais, moi, mon plus grand, avant d'aller dans le basket, il était dans le foot. Puis, très jeune, il jouait au foot, puis il savait que papa aime le foot. Puis, très jeune, je savais qu'il ferait pas un joueur de foot. Tu sais, jouer au football, ça prend quelque chose en toi. C'est pas comme jouer au quai. C'est pas comme jouer au dard. Jouer au foot, c'est intense. Je savais qu'il ferait pas un joueur de foot. Mais combien de fois je lui disais, après une pratique, après un match, t'es sûr que t'aimes ça? T'as du fun? T'as du plaisir? T'es sûr que t'aimes ça? Tu joues pas pour moi? Combien de fois je lui ai dit ça? Mais à un moment donné, il a fait des choix. Il a décidé qu'il quittait le foot. Il est allé vers le basket. Fait que tu sais, on peut pas pousser. Faut avoir une discussion. Faut avoir une discussion ouverte. Faut les amener à réfléchir. Parce que les choix, final, c'est eux qu'il faut qu'ils les fassent. Puis quand on fait ça, c'est un service qu'on leur rend parce qu'on développe leur capacité d'autonomie, de faire des choix. Ça, on décide pour eux, là. Ils vont grandir, ils vont encore faire des choix pour eux plus tard. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut développer cette autonomie-là et cette liberté de faire des choix chez nos enfants. Mais ça, pour ça, faut les accompagner, faut discuter, faut vraiment être dans une discussion avec eux en continu puis s'intéresser à eux. Tu sais, si on ne s'intéresse pas à eux, le pendant aussi qui peut arriver, c'est que le jour où ils vont vivre quelque chose de difficile, ils risquent de pas nous en parler si papa et maman s'intéressent pas à eux au quotidien. Déjà qu'on sait que quand tu arrives à l'adolescence, c'est difficile de te confier, de parler à tes parents. Si en plus tes parents s'intéressent peu ou pas, ils risquent d'aller parler ailleurs, de ne jamais se confier. Ils pourraient vivre des choses difficiles, puis les vivre seuls ou mal les vivre. Fait que moi, le rôle du parent est extrêmement important. T'es là pour écouter, accompagner, faire grandir ton enfant. T'es pas là pour choisir pour lui, t'es pas là pour lui imposer tes choix, tes visions. T'es un modèle pour lui, puis t'es là pour l'accompagner dans son développement global. Puis ça, c'est l'autre élément qui est important. Toute l'importance qu'on met dans le sport. Moi, j'ai pris une image beaucoup dans les dernières semaines. Toi, dans ton assiette, si t'avais juste un steak, là, juste ça, là, aimerais-tu bien ça? C'est bon le steak qui soit avec des légumes ou avec des frites, si t'as envie des frites, ou qu'il y ait d'autres choses avec. Mais là, actuellement, il y a beaucoup trop de gens pour qui il y a le sport dans l'assiette. Okay. Vous avez parlé de l'importance du rôle des médias. Je vais te laisser aller après. Qu'est-ce que les médias peuvent faire différemment? Parce je pense qu'il y a plusieurs médias, puis on vous a appelé aussi que vous avez fait votre sortie avec les Jeux du Québec. On en parle de ces problèmes-là, des parents toxiques, mais est-ce qu'on pourrait en faire davantage? Moi, je pense que ça, c'est un autre message que j'ai eu beaucoup dans les dernières semaines. Là, on en a parlé, des parents. Je pense que là, faudrait peut-être changer le focus, puis arrêter d'être à la chasse aux sorcières, puis de chercher le prochain Monsieur Croteau qui va péter les plombs, ou qui va engueuler quelqu'un, ou qui... Ça fait pas avancer la situation, ça. Là, je pense qu'il faut discuter comme on fait là. Faut créer des moments dans nos organisations, dans nos groupes, dans la société, pour ouvrir ces discussions-là.
pour amener les gens à aller plus loin, puis à réfléchir sur leur vrai rôle, puis leur impact, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. T'es bien placé pour le savoir. Est-ce que ces gens-là ont une ouverture? As-tu déjà essayé de parler à des parents comme ça? Parce que moi, dans ma tête, s'ils pensent comme ça, ils sont convaincus que tout le monde a tort, sauf eux. Est-ce que tu as déjà parlé? Ben, moi, oui, mais c'est sûr que il y a encore des gens qui conduisent puis qui s'attachent pas. Ouais. Encore des gens qui conduisent puis qui boivent. Il y a des gens qui changeront pas. C'est plate à dire, là. Fait que moi, j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut investir dans une campagne sociétale, par exemple. Tu sais, là, nous, on l'a vu, là, dans les dernières semaines, là, depuis ce qui est arrivé cet été. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu. Je l'ai vu notamment au Jeu du Québec, là. À un moment donné, il y avait des gens qui exagéraient. Puis il y a des gens qui se sont retournés en leur disant « Tentes-tu de te retrouver dans les médias, toi? » En voulant dire « C'est assez. » Ouais. Puis il y en a eu comme ça des interactions. Mais là, ce qu'il faut arriver à créer, parce que ça, c'est malaisant pour les gens. Tu sais, tu me poses la question. Ben oui. Moi-même, j'ai pas envie de faire la police. Ouais. Là. J'ai pas envie de jouer au justicier masqué. Ouais. Parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber non plus, là. Puis, donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut arriver à créer un environnement où la sécurité psychologique va permettre aux gens, dans toute légitimité, de dire à Sylvain, après la soirée, « Ce soir, tu me laisses tes clés. » Il y a 20 ans, on ne faisait pas ça. Maintenant, on le fait. Ben, c'est la même chose pour les comportements dans nos environnements sportifs. Si on a une campagne qui s'est affichée partout, qu'il y a différentes méthodes, différentes pratiques, différentes interventions de communication qui sont mises en place, avec des porte-paroles, de l'affichage, on peut faire appel à notre imagination, il y a plein de choses qui sont possibles. Ben, on va arriver dans des environnements où les gens, vont avoir réalisé, on va les avoir conscientisés, puis vont se sentir légitimés de venir dire à M. Croteau, vous trouvez pas que vous exagérez? Ouais. Ben, je vois des campagnes de pub récemment à la télé. Je pense que c'est un jeune arbitre avec Hockey Québec. Ouais. Je l'ai trouvé bonne, honnêtement. Je me suis dit, Colin, je sais pas à quel point le parent qui voit ça va y penser 2 fois parce qu'il est dans le feu de l'action, mais tu sais, moi, je me dis, OK, c'est vrai. Puis j'ai déjà été arbitre, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, c'était avec un coach. Une histoire de 3e prise. Il pensait que c'était un cup ball, mais le petit gars avait souligné, c'était une prise, bref. Puis je pense que j'avais 14 ans, là, tu sais. Mais est-ce que, justement, des campagnes de pub, c'est ça qu'il faut miser? Je sais qu'il y a le protecteur de l'intégrité dans le loisir et le sport depuis juin, qu'on voit qu'il y a beaucoup de plaintes, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, non, parce qu'il y a toujours le problème, là. C'est-tu un peu tout ça? Ouais. La question est bonne parce que moi, j'utilise souvent la même image. On peut pas construire une maison avec seulement un marteau. Ça prend plusieurs outils dans ton coffre. Fait que c'est la même chose pour ce qui nous concerne. Ça prend, oui, des mesures, des services à la communauté de sport, de loisirs et de plein air comme Sportaid, comme un protecteur de l'intégrité, des plateformes, des initiatives, des programmes. Ça prend aussi de la communication, ça prend une campagne, ça prend des gens aussi. Ça, c'est nous, chez Sportaid, c'est beaucoup notre approche. C'est oui, on accompagne avec une ligne d'écoute. Oui, on fait des ateliers sur le terrain, mais avec le temps, on a développé aussi des programmes de sensibilisation, d'éducation à l'intention des organisations puis des gens pour les outiller. Parce que les environnements sains et sécuritaires, là, t'as beau avoir le meilleur Sportaid de ce monde, le meilleur protecteur de l'intégrité de ce monde, c'est comme un hôpital. T'as beau avoir le meilleur hôpital au monde, si tu manges du junk tout le temps, que tu bouges pas du tout, puis que tu prends un coup, ben, tu vas te ramasser à l'hôpital. Ça va paraître. Ben, c'est sûr. Fait que t'as beau avoir le meilleur hôpital, t'as beau mettre des policiers à tous les coins de rue, t'as beau mettre des gars d'Hydro-Québec au pied de tous les poteaux, ça n'empêchera pas les pannes électriques. Fait que, tu sais, c'est la même chose dans notre environnement. Oui, il y a des mesures, mais il faut arriver à éduquer, sensibiliser, outiller les gens, les organisations pour qu'ils fassent partie de la solution. Puis, tu sais, c'est une responsabilisation sociale aussi. Nous, on dit souvent que les environnements sains et sécuritaires, c'est une responsabilité qui est partagée. T'sais, ça, là, c'est dans nos mains à tout le monde, là, cette possibilité-là de changer les choses. C'est pas juste à Sportaid de faire ça, c'est pas juste aux protecteurs, c'est pas juste au gouvernement de mettre des mesures en place, c'est à nous tous. C'est pour ça que quand je dis, faut prendre un pas de recul, se demander, c'est quoi qu'on veut faire avec notre sport? C'est une machine à développer des Olympiens, puis on sacrifie je sais pas combien de jeunes qui vont être inactifs. T'sais, les États-Unis, là, c'est la nation qui remporte le plus de médailles.
C'est la nation qui a le plus d'obésité. On peut-tu avoir un équilibre? On peut-tu avoir une population qui est active? Parce que le succès aussi, c'est dans la longévité. Une population qui est active, une population qui a du plaisir. Peut-on s'inspirer de certains pays? Oui, mais tellement. Ben, j'ai la Finlande en tête. Souvent, c'est l'exemple premier. Ouais. La Suède, je sais qu'ils sont extrêmement actifs également. Là. La Norvège, j'ai envie de dire. Mais la Scandinavie, là, ouais. Effectivement. Mais la Norvège, là, c'est une population qui est comparable au Québec. Là-bas, on ne tient pas compte des résultats puis du temps de jeu avant l'âge de 13 ou 14 ans, si je ne me trompe pas. On tient pas compte? Ça veut dire quoi? Pas de pointage, là. OK. Pas de chrono, il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition. OK, ils jouent. Non. En Suède, là, Okay. En Suède, il y a pas, en bas âge, il n'y a pas d'élite, là. Tous les bâtons sont là. Puis les bons. Ils jouent toutes les positions. Ils jouent ensemble, ouais. toutes les positions. Mais regarde dans la Ligue nationale, il manque pas de Suédois. Quand tu regardes la Norvège. Ah, je savais pas. Ouais, quand tu reviens à la Norvège, là, c'est laquelle la nation qui remporte la palme à chaque Jeux olympiques d'hiver? C'est la Norvège, avec une population comparable au Québec. Pas au Canada, au Québec. Fait que oui, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Une fois que j'ai dit ça, il y a des gens qui s'inspirent aussi de ce qu'on fait ici en matière d'environnement sain et sécuritaire. On est envié là, sur la planète, là. Pas juste au Canada. On est envié sur la planète. C'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à faire. La preuve, on en parle. Mais on est envié. Parce que de façon générale, ça se passe bien, c'est ça? Ben, en fait, on a beaucoup de mobilisation, beaucoup d'initiatives qui sont en place. Puis même ici au Canada, là, je vous le dis, là, je pars après-demain, je m'en vais rejoindre mes collègues des provinces et territoires. On va être 3 jours ensemble à Calgary. Là. Puis quand je leur parle de ce qu'on fait ici, ils ont les yeux comme ça. Ils nous envient. En termes de prévention? En matière de prévention, de services qu'on a mis en place. Une ligne d'écoute comme Sportaid au Canada, là, on est les seuls à avoir ça. Là. L'offre globale de Sportaid, là, sur la planète, là, il n'y en a pas. J'étais en Finlande il y a 2 semaines pour présenter notre approche. Là. Puis après ma première conférence, là, je vous le dis, là, il y avait une file. Puis les gens, il y avait une file. Puis mon agenda, je pourrais vous le montrer. Là. J'ai eu plein de rencontres dans les jours qui ont suivi avec plein de monde, avec des médias étrangers aussi, qui voulaient en savoir davantage sur ce qu'on fait. Parce que ce qu'on a comme approche, c'est vraiment unique. Mais votre initiative en 2018, y a-t-il un élément déclencheur qui a mené à... Pourquoi, ouais, c'est ça? Ben, étiez-vous là-dedans avant ou... Non. En fait, ce qui est arrivé, c'est un concours de circonstances. Je vais faire une histoire courte, une histoire qui est longue, mais 2012-13 à peu près, là, je dis ça comme ça, vu le nez. Moi, je suis en arrêt de travail. Puis, mais j'ai toujours impliqué dans le monde du sport amateur, dans le sport professionnel, avec les Nordiques de Québec à l'époque. Mais j'ai jamais été victime ou témoin de quoi que ce soit. Je sais qu'on a des problèmes, mais comme tu n'as jamais été victime et témoin, tu te lèves pas la nuit pour savoir existe-t-il des services. Puis à un moment donné, je croise Guylaine Dumont, qui est une ancienne joueuse de volleyball, qui a joué sur la scène internationale, une super carrière, Guylaine. Puis je m'intéresse à son parcours, puis à un moment donné, elle me dit qu'elle a vécu, elle, des violences psychologiques dans son sport. Puis moi, très naïvement, je lui dis, mais pourquoi t'as pas demandé d'aide? Puis elle me dit, ben ça existe pas. Là, j'ai fait, ben voyons donc, ça existe pas. Qu'est-ce que tu me dis là? Fait que là, moi, je retourne chez nous, puis là, je fouille pour me rendre compte qu'il existe une initiative bien précise au Royaume-Uni. Ça s'appelle le Child Protection in Sports Unit. Puis là, je fais comme... Je rappelle Guylaine, je dis là, ben là, on va se mettre au travail. Ça fait que là, on s'est entouré d'administrateurs, on a créé un conseil d'administration, puis on a décidé de créer Sportaid. Et on avait notre vision, on bâtissait notre plan de match, puis notre vision d'avoir une approche globale avec une ligne d'écoute, avec des programmes éducatifs, de faire de l'éducation, de faire du sociétal. Et puis, dans cet intervalle-là, moi, j'avais déjà commencé à avoir des discussions avec le ministère de l'Éducation, sport, loisirs, plein air. Ils avaient de l'intérêt pour faire quelque chose. Il y avait déjà eu des tentatives dans le passé. Et dans cet intervalle-là est arrivée la sortie des skieuses contre l'entraîneur d'Escalpin. Les 6 skieuses. OK, ça me dit rien. L'entraîneur d'Escalpin, Bertrand Charret. OK. Geneviève Simard et 5 autres skieuses qui font une sortie pour révéler qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles pendant des années de leur entraîneur.
Ça, je vous dirais que quand c'est arrivé, ça a été le coup de vent dans la voile. Là, il y avait un besoin qui était identifié par l'écosystème sportif au Québec, par le ministère de l'Éducation, et tout de suite, il y avait un besoin qui était ciblé, c'était d'avoir une ligne d'écoute, de la sensibilisation, de l'éducation. Puis nous, on était prêts. On avait commencé à avoir un plan de match et tout ça. Fait qu'on nous a confié un premier mandat, donc de développer et d'opérationnaliser une ligne d'écoute dont on parlait précédemment. Puis nous, tout de suite, on voulait aussi ne pas se contenter d'être dans le curatif, mais d'opérer un changement sociétal qui soit durable. C'est pour ça qu'on s'est aussi mis à la tâche pour développer des programmes éducatifs et de sensibilisation en parallèle du service d'écoute, parce qu'on voulait pas se contenter de guérir des gens, mais on voulait aussi construire du monde, puis construire des jeunes qui ont du fun dans leur pratique sportive. Puis là, 7 ans, 8 ans plus tard, est-ce que c'est pas mal là où vous vouliez que ça soit, Sportaid? Comment ça va? C'est une vraie réponse. Ben oui, oui. Honnêtement, Sois honnête. si on m'avait dit il y a 7-8 ans que Sportaid serait où il est aujourd'hui, je l'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru. Très honnêtement, là, jamais j'aurais pu penser qu'on soit invité sur des grandes tribunes pour parler de ce qu'on fait, qu'on soit une référence auprès des médias, qu'on soit un objet d'envie à l'international et à l'échelle canadienne, qu'on aurait l'équipe qu'on a aujourd'hui. Puis j'aurais dû commencer par ça, parce que si tout ce que Sportaid a mis en place a été rendu possible, c'est attribuable, directement attribuable à la qualité de l'équipe qu'on a, notre vision, oui, là, mais la qualité de l'équipe qu'on a, c'est 15 personnes, une équipe chevronnée avec une expertise qui fait en sorte que tout ce qu'on a créé, c'est nous qui le créons. Là. C'est-à-dire, on donne pas des mandats à l'externe. Ce que je trouve cool quand même, c'est que le système de la santé, on dit souvent que bon, il traite, mais une fois que le problème est déjà là, ce qui est un peu contre-productif. Mais là, vous, avec les formations, avant de changer l'écosystème, c'est plus juste répondre au téléphone les problèmes. Là. Vous voulez vraiment vous attaquer aux problèmes à base. Oui, puis on est vraiment... on publie des bandes dessinées pour les enfants, là. Pour envoyer des messages très tôt. Chaque mois, dans les explorateurs, dans les débrouillards, là, on a une page BD, puis ça, c'est Sportaid qui l'appelle. On a une page avec une aventure, avec un de nos porte-paroles, pour venir mettre en lumière des situations et des solutions. On a publié notre 4e livre pour enfants il y a 3 semaines, Les aventures de Geneviève. Fait que, tu sais, on est... Si on m'avait dit ça il y a 7-8 ans, oublie ça, là, j'aurais dit, voyons, t'en prends du bon. Mais là, toute l'équipe se consacre uniquement à ça. Comment ça marche? Parce que c'est un organisme, là, il faut vivre de ça. Ça marche comment? Ça a dû être une question aussi, une réflexion. Là. On se lance-tu complètement? Ou... Ben, en fait, ça a été, parce qu'à travers ça, il y a eu la COVID aussi, là. Ouais. Ça a changé les plans de pas mal de monde, et ça nous inclut. En fait, notre équipe se divise en 3, j'ai envie de dire, là. Petite équipe de direction. On a une équipe qui est vraiment dédié à l'intervention sur le service d'écoute d'accompagnement. On a une équipe qui est dédiée à développer toute notre approche éducative de sensibilisation. Ça, c'est notre équipe permanente. On est 15 à temps plein. C'est quand même beaucoup de monde, là. Oui, Ouais. oui, écoute, on a vraiment une belle équipe, une belle organisation. Puis on a aussi une équipe de travailleurs autonomes. Nous, on les appelle des passeurs. Tous les ateliers d'éducation qu'on dispense sur le terrain, ce sont des gens, ils sont une douzaine, des gens qu'on a embauchés, des travailleurs indépendants. On reçoit une demande pour un atelier à Alma. On appelle un de nos passeurs, es-tu disponible? Il va donner l'atelier à Alma. Eux sont 12, fait que donc il y a notre équipe de 15 permanents. On a nos 12 passeurs. On a notre conseil d'administration, ils sont 11. Puis on a vraiment tout un conseil d'administration, là. Vraiment fiers de notre conseil d'administration. Puis, on a 4 co-porte-paroles aussi. Anthony Auclair, Geneviève Janson, Cindy Ouellette et Justin Saint-Pierre. Puis, on va annoncer une cinquième porte-parole. Une cinquième, OK. Ouais. On peut pas avoir un indice. Je ne nommerai pas la personne, mais on va être vraiment très heureux de la présenter parce que nous, depuis un peu moins de 2 ans, on ne s'adresse pas seulement au secteur sport, mais aussi aux loisirs pour plein air. Quand je vous nomme, nos 4 co-porte-paroles, ils sont assez Pas mal dans le sport, même sport d'élite, j'ai envie de dire. Fait que là, il fallait pour nous trouver quelqu'un qui avait une résonance auprès du loisir et du plein air,
puis on a trouvé cette personne-là pour la dévoiler après Noël. Il y a des problèmes aussi dans le loisir et plein air. Je sais que le protecteur d'intégrité, lui aussi, c'est le loisir. On parlait des scouts et tout. Là. Aussi, là, sport, loisir, plein air. Ben là, les problèmes, c'est plus côté relationnel, côté... de l'intimidation, Ouais. de la violence psychologique, de la violence sexuelle. Le sport, le loisir, le plein air, c'est la société, là. Je veux dire, des attouchements chez les aînés dans un club de pétanque, ça existe, là. De la violence psychologique dans une société d'histoire, ça existe. Des attouchements dans un camp de jour, chez les scouts, ça existe. De l'intimidation, ça existe dans ces environnements-là aussi, comme ça existe dans nos environnements de travail. Avez-vous des fois affaire avec la police? Avez-vous pas le choix des fois quand il y a des cas qui s'y prêtent ou vous avez un devoir de peut-être confidentialité? La question est excellente. Ça va me permettre de parler de notre approche sur le service d'écoute, la ligne d'écoute. Nous, notre approche, on dit que c'est une approche psychosociale dans le sens où nous, on prend pas action. On n'enquête pas, on joue pas à la police, on prend pas action pour les gens. Donc, ton beau-frère appelle parce que il est inquiet pour son fils ou sa fille. Nous, on va l'écouter. Puis après ça, on va identifier avec lui ses besoins, ses objectifs. Et selon sa situation, on va l'accompagner vers les meilleures pistes de solutions. Mais c'est ton beau-frère qui va devoir prendre action. Nous, on prend pas action pour les gens. C'est vraiment d'accompagner les gens, puis c'est un premier pas pour eux vers la réappropriation, vers une guérison aussi. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment à eux de prendre l'action. Il arrive des cas, par contre, où quand on est en présence d'un mineur, par exemple, dont la sécurité ou l'intégrité est menacée par de la violence physique ou sexuelle, on a l'obligation, toi, moi, Sportaid, on a l'obligation citoyenne, dès qu'on a un doute raisonnable, de croire qu'un mineur, sa sécurité, son intégrité est menacée par de la violence physique ou sexuelle, de faire un signalement au DPJ ou à la police. Ça, c'est une obligation qu'on a tous comme citoyens. Si c'est un majeur, c'est à la police. Fait qu'il y a des situations où... Donc, c'est arrivé, là. Oui, quelqu'un nous appelle, puis c'est au-dessus de ses forces de faire le signalement. Là, nous, on est en possession d'une information pour laquelle on va faire le signalement ou accompagner la personne vers le signalement. Puis ça, c'est une chose qui est importante de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore peur de faire des signalements parce que ils ont peur. C'est la même chose aussi avec le protecteur de l'intégrité. Il y a des gens, avec raison, pour qui il y a encore un peu de confusion entre le rôle de Sportaid et le protecteur de l'intégrité. Sportaid, là, c'est un service d'aide, d'écoute, d'accompagnement. Tu peux pas faire de plainte chez nous. C'est arrivé qu'il y a des gens, par confusion ou parce qu'ils ont peur ou craignent c'est difficile de dire « je vais porter plainte ouais. ». Ça fait peur. Puis dans l'environnement sportif, c'est encore pire. Ouais. Des représailles, c'est un peu ça. Des représailles. Tu sais, moi, il y a une affaire que mes collègues, maintenant, ça les dérange plus que je le dise, mais les premières fois que j'utilisais cette expression-là, ils trouvaient que j'y allais fort. Il y a beaucoup de consanguinité dans le sport. Tout le monde se connaît. Fait, hey, je ferais pas de dénonciation. Le coach, le vice-président du club, c'est son meilleur chum, mais je serais pas entendu, là, tu sais. Ouais, c'est la présidente du club, et c'est son conjoint, le coach. Ouais, mais le coach, il a eu du succès partout, puis le club l'aime beaucoup. Ouais, mais je veux pas perdre de temps de jeu, je veux pas perdre la place sur... Tout ça fait en sorte que, ben oui, il y a des gens qui portent pas plainte, qui demandent pas de l'aide. Tu sais, il y a des gens, nous, qui nous appellent, puis qui ont encore peur qu'on appelle leurs parents, leur club, leur entraîneur, leur fédération, pour leur dire non. La relation, là, tu nous appelles, tu nous as écrit, parce qu'on était aussi disponible via les médias, les médias sociaux. Ça se passe entre la personne qui nous contacte et l'intervenant. Moi-même, là, qui dirige Sportaid, là, on parlait de ton beau-frère, mettons, le cas de figure tantôt, là, je le croise demain, puis il me dit « Hey Sylvain, j'ai appelé la semaine passée, telle situation, c'en est où? Je suis pas au courant, je sais pas. » Puis c'est pas à moi d'être au courant. C'est vraiment l'intervenant ou l'intervenante à qui
ton beau-frère, cas de figure, lui aurait parlé, c'est cette personne-là qui connaît la situation. On serait même pas capable de rappeler le dit beau-frère parce qu'on ne demande pas le nom ni les coordonnées. Parce qu'on veut vraiment assurer la totale confidentialité et la quiétude. Vous écoutez, vous conseillez. Oui. Êtes-vous formé ou Oui. comment c'est quoi votre équipe, vos backgrounds? Vous êtes une équipe avec beaucoup de bagages, psychologie sportive, criminaux, travail social. Et on a aussi, autour de nous, créé ce que nous, on appelle dans notre jargon un système de référencement. Parce que quand on a créé Sportaid, il y avait déjà des services qui étaient existants pour lesquels nous, on ne voulait pas se substituer. Il y a des lignes d'aide pour les jeunes, il y a des lignes d'aide pour des gens qui ont des problèmes alimentaires. Fait que nous, des troubles alimentaires, fait que nous, quand on a créé Sportaid, oui, on s'est donné une équipe, mais on a développé un système de référencement qui fait qu'aujourd'hui, on a près de 400 individus et organisations qui ont été répertoriés sur le territoire québécois sur des problématiques plus pointues, spécialisées, vers lesquelles on va envoyer les gens. Fait que quelqu'un, j'utilise souvent cet exemple-là, mais qui aurait des troubles alimentaires liés à sa pratique sportive, nous, on n'a pas un nutritionniste dans notre équipe. On va donc écouter, l'accompagner, puis une fois qu'on va avoir vraiment bien identifié que ce dont il a besoin, c'est de parler à un nutritionniste, ben on va l'orienter vers des services qui sont existants. Ça ressemble à quoi le volume d'appels par jour au quotidien? Avez-vous une moyenne? Ben tu vois, tantôt, je vous disais que c'est un peu plus de 1000 interventions l'année passée. Donc, on pourrait ça à peu près 3 par jour, à peu près. Ouais, ça fait à peu près 20 par semaine. Mais tu sais, c'est à géométrie variable. Tu sais, l'été, je ferais pas croire au monde que ça sonne à tout rond, c'est pas vrai. Ouais. Pendant les fêtes, je ferais pas croire que le téléphone ne dérougit pas, c'est pas vrai. Par contre, il y a des choses qu'on voit, tu sais, à l'entrée, au début des saisons. Le lundi, on sait que ça va être une grosse journée. C'est après le week-end, c'est après un tournoi. Le lundi, assez souvent, c'est des journées qui sont très occupées. La beauté de la chose, entre guillemets, c'est que chez Sportaid, la ligne d'écoute, comme toutes nos opérations, on a une idée de ce qui va se passer aujourd'hui, mais on ne le sait pas complètement. Il peut arriver n'importe quoi. Là, depuis 2018, la question qui tue, sentez-vous que vous faites une différence, mais aussi que le milieu sportif, là, on va parler surtout du sportif, s'améliore au Québec ou se dégrade? Parce qu'on dirait que les deux extrêmes sont vrais. Là. Il y a des cas qui sont de plus en plus extrêmes, mais on parle pas de quand ça va bien. Là. Ben, moi, j'ai envie de dire que oui, ça s'améliore. Puis oui, on fait une différence. Puis moi, des fois, je dis à mes collègues, c'est ma plus belle paye. Il y a des situations qui nous arrivent, des fois, des choses, on le sait qu'on a fait une différence. Puis ça, là, dans ce temps-là, quand on a lancé 3 semaines l'autobiographie puis le livre BD de Geneviève Janson, là, j'ai eu le privilège de parler à ses parents. Tabarouette. Je finis de parler avec eux, là, j'ai dit à ma collègue Alexandra, j'ai dit, ouais, là, moi, j'aurais pas de paye 3 semaines, puis ça me dérangerait pas, parce que ils sont venus me dire la différence qu'on faisait dans la vie de Geneviève, puis moi, je sais aussi que quand on fait une différence dans la vie de Geneviève, que je vois le travail qu'elle fait avec nous, on fait une différence dans la vie du monde qui découvre que ce qu'ils vivent ou ce qu'ils vivaient, finalement, ça n'a pas de bon sens. Ils se reconnaissent dans des parcours, dans des choses que on leur partage, dans des activités, dans des outils, dans notre travail. Fait que ça, d'amener un petit Élie ou une petite Nathalie quelque part à Sept-Îles ou à Bécomo ou n'importe où, là, à réaliser que, wow, là, ce que je vis là, ça n'a pas de bon sens, là. Puis qu'en plus, il y a des services qui existent pour moi, c'est cool, ça. Je vous l'ai dit tantôt, là, il n'y a pas beaucoup de place sur la planète qu'on a ça. Nous, on a ça ici. Fait que, tu sais, je vous dis ça, là, puis je vous le dis, ça me fait encore des frissons. Ouais. Mais toi, comme père, Élie, ça te rassure-tu de voir qu'il y a un service comme ça au Québec? Ben, c'est ça. C'est un filet de protection qui est là. Moi, c'est le côté sensibilisation. Là. Tu sais, je pense pas que de nature, puis tu le sais jamais jusqu'à temps que tu le vives, là, mais que, mettons, Nathan va aller jouer au hockey, au baseball. Ben, de un, je pense que je vais coacher, là, parce que j'aime beaucoup ça, puis je joue aussi, mais je pense pas que je suis de nature à pousser.
Mais peut-être que Mais pour tu sais, les autres, c'est lui, vraiment quand même, côté. quelque chose avec son coach. Aussi. C'est sûr. Toutes C'est les sûr. possibilités sont là. C'est sûr, ben oui, c'est parfait qu'il y ait comme ça, mais c'est vraiment côté sensibilisation, côté que les autres en entendent parler en voyant que crime, OK, la pub de Hockey Québec que j'ai dans la tête, que la personne crie après l'arbitre, OK, peut-être que je devrais prendre mon gaz égal, puis c'est ça, réaliser que faut pas pousser plus que ce que l'enfant veut, tu sais, même si tu penses que c'est pour son bien, tu sais, laisse-le, c'est son sport, là. Fait que, c'est ça. Et pour compléter, tu sais, sur la question que tu me posais, est-ce que on voit une différence? Oui, on en voit une. Oui, c'est positif. Et oui, on peut avoir l'impression que c'est pire qu'avant. Moi, j'ai envie de dire que on ne le saura jamais d'abord si c'est pire qu'avant. Ça, on ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que les gens en parlent davantage. Les médias sociaux sont omniprésents. Les esprits se sont éveillés. Il y a une conscientisation qui fait en sorte que les gens acceptent moins. Il y a le mouvement MeToo aussi. Il y a des gens qui dénoncent davantage. On a des services qui existent. Les gens y font appel. Fait qu'on peut avoir l'impression que ça va mal dans le sport, puis ben voyons donc. Non, c'est pas vrai. Là, le sport, ça demeure un endroit extraordinaire où envoyer nos enfants. C'est pas parfait, ni là, ni ailleurs. Alors, on peut avoir l'impression, oui, que ça va pas bien. C'est pas vrai. Moi, j'ai envie de dire que ça va bien, c'est pas parfait, puis on a une chance immense, c'est qu'on a une mobilisation sur le terrain. Les organisations veulent faire partie de la solution. Tu sais, tantôt, je vous parlais de nos ateliers qu'on donne sur le terrain. Nous, là, on n'en a jamais fait la promotion. On répond à la demande. C'est-à-dire que ça, c'est les organisations qui veulent nous avoir chez eux pour qu'on aille parler des environnements sains sécuritaires. J'étais à Laval samedi dernier avec Geneviève. On n'a pas pris le téléphone pour appeler les gens d'Excellence Laval pour leur dire « Hey, on aimerait ça aller faire un tour chez vous. » Pas en tout. C'est eux qui nous appellent. Fait qu'il y a une mobilisation, puis quand tu ajoutes à ça toute la mobilisation aussi de l'écosystème, la mobilisation, la volonté du gouvernement, tout ça, là, fait qu'on est dans un contexte où on ne peut qu'être. Vous avez le vent dans les voiles. Oui. Puis tu sais, moi, écoute, je vous l'ai dit tantôt, là, il y a 2 semaines, j'étais en Finlande à la conférence Play the Game, puis écoute, j'ai parlé à des gens de d'autres endroits sur la planète, là. Mon ami Amar, qui est au Mali, là, tu sais, lui, là, c'est le trafic humain dans le sport, là. Il y a des enfants de 8-9 ans au Mali, là, aussitôt qu'on voit un bon talent en eux, là. Ah ouais. On va voir les parents, puis on leur offre une somme d'argent. Les parents acceptent parce qu'ils n'ont pas d'argent, que c'est un pays qui est sous une 4e dictature de suite, et que les parents laissent aller les enfants. En échange de l'enfant parce qu'il voit un potentiel en lui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, on est ailleurs, là. Fait que, tu sais, oui, on a des problèmes, puis il faut pas s'asseoir sur nos mains, je dis souvent ça, puis il faut pas cesser le travail, puis faut garder la visière baissée, puis il faut continuer, puis il faut pas s'arrêter là. Mais c'est ça, il y a des gens ailleurs où c'est plus problématique encore. J'aurais peut-être une dernière question, moi. Je disais tantôt que j'aimerais peut-être devenir coach de mon fils. Je sais pas comment ça marche ailleurs. C'est une bonne idée que les parents entraînent les jeunes, parfois leurs propres jeunes, que ce soit pas un adulte de l'externe qui soit formé. C'est une bonne idée, ça, qu'au Québec? Ouais, ben oui. Puis t'as pas nécessairement toute la formation, même si t'en as des formations, mais t'es pas vraiment professionnel là-dedans. Ouais. Je sais qu'il y a des endroits que c'est impensable, mais au Québec, c'est de même. Ben, moi, je pense que il y a un élément qui est important dans ta question, c'est l'élément de formation, mais le premier élément, moi, que j'ai envie d'amener sur la table, c'est le parent qui veut faire ça, il veut faire ça pourquoi puis pour qui. Ça, tu sais, il y a des parents, il y a des coachs que tu vois, là, coach des enfants de 9 ans, puis ils se comportent comme s'ils coachaient dans la Ligue nationale. Une minute, là. On est là pour faire du développement, de permettre à des gens d'avoir du plaisir, de socialiser, de pratiquer un sport qu'ils aiment, de les développer dans leurs aptitudes. Mais là, si t'es là pour garnir tes tablettes de trophées, garnir ton CV, t'es pas là pour les bonnes raisons. Ça, c'est la première affaire. Fait que, tu sais, comme parent, ou même si t'es pas parent, ça, je pense qu'il faut que tu te questionnes sur pourquoi je veux faire ça. Parce que si tu le fais pour les bonnes raisons, être entraîneur, c'est exigeant, là.
Puis là, ben, où je veux faire un lien aussi sur l'élément de formation, ben, il faut venir professionnaliser davantage cette fonction-là, puis outiller et accompagner nos entraîneurs. Parce que là, actuellement, on est dans un contexte où, malheureusement, oui, il y a des parents qui choisissent d'y aller, mais il y en a d'autres qui y vont parce qu'ils n'ont pas bien le choix, parce qu'il n'y a personne qui est disponible. Ah oui. Fait que tu te ramasses avec un monsieur Croteau qui, le jour, est gestionnaire d'une caisse populaire ou qui est enseignant ou qui est travailleur sur la construction. Là, c'est lui qui dirige la pratique parce qu'il a déjà joué au hockey dans le passé. Ça veut pas dire que ça en fait un bon entraîneur. Fait que, tu sais, il faut outiller, accompagner, puis il faut s'occuper de nos entraîneurs. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une bonne idée? Il y en a tu sais, Philippe Allou a coaché son fils, là. Il y en a des papas puis des mamans qui coachent leurs enfants, puis ça n'arrêtera pas demain. Mais moi, je pense que c'est ça. La première chose, c'est pourquoi tu veux faire ça comme coach, puis que tu sois parent ou non, là. Puis après ça, ben s'assurer comme organisation qu'on les accompagne bien, qu'on les outille bien, parce que ça, tu sais, veux pas, c'est hyper important, là. C'est la première chose, là. Tu sais, moi, je m'en irais pas travailler sur la construction demain matin, je m'improviserais pas, là. Mon coffre d'outils est grand de même, là. Je suis pas quelqu'un qui reste à la construction. Alors, c'est la même chose pour nos entraîneurs. Fait que c'est peut-être toi, Jérôme, qui va coacher mon fils finalement, mais il va falloir que tu te formes. Ouais, j'aurais pas le choix. Peut-être une dernière question sur notre sport national, le hockey. On a parlé beaucoup avec l'épisode Hockey Canada de la culture du hockey, de changer la culture du hockey. Tu me disais que vous aviez le vent dans les voiles. Est-ce que c'est la même chose présentement au Québec? Est-ce que oui, il y a sûrement des choses à travailler, mais est-ce que les organisations là, en sont conscientes? Ah oui. Et puis le hasard fait bien les choses parce que tu abordes cet enjeu-là. La semaine passée, nous, on a lancé un programme Demain, un homme qui vise à outiller, éduquer, accompagner les jeunes garçons pour en faire des bons hommes. Donc, on a développé des outils, des activités à l'intention des entraîneurs, des jeunes, bientôt des parents, pour ouvrir la discussion, la réflexion, les sensibiliser, les conscientiser au rôle positif qu'ils peuvent jouer dans leur sport, mais aussi en société. Fait que il y a puis ça, quand j'ai pris le téléphone pour appeler des DG de Fédé, dont Hockey Québec avec Stéphane Auger, j'ai appelé dans mon réseau une trentaine de personnalités masculines, là, actifs ou à la retraite, là, comme athlète ou comme entraîneur. Puis en dedans de 3 minutes, tout le monde me disait oui, je vais être là. Oui, je vais être là, c'est important. Tu sais, tantôt, je parlais de mobilisation. Ça a été la même chose avec les fédérations. Puis depuis qu'on a fait le lancement la semaine dernière, il y en a plusieurs fédérations, des clubs qui nous ont écrit déjà pour dire hey, nous, on veut faire ça, nous, on veut embarquer là-dedans. Puis c'est la même chose avec notre programme Moi, j'embarque qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans avec le Canadien de Montréal puis avec Hockey Québec. Un programme qui est basé sur les habiletés de vie. On vient à la rencontre des jeunes joueurs de hockey, des jeunes joueuses de hockey, leurs parents, leurs entraîneurs, pour leur parler de bienveillance, de respect, d'entraide, de travail d'équipe, de plaisir, de résilience. Puis on le fait en utilisant le hockey, puis en utilisant un modèle, le capitaine des capitaines, Jean Béliveau. Puis on le fait en collaboration avec... Il y a des joueurs du Canadien actifs par la retraite qui ont participé. Là, bientôt, on va mettre en ligne un podcast avec Shea Weber. On a fait des capsules. Ouais, on a fait des capsules avec Martin Saint-Louis, avec Samuel Montembeault. On va en tourner bientôt avec Nick Suzuki, avec des anciens du Canadien, Serge Savard. C'est ça que tu disais, là. Vous avez le vent dans les voiles. Okay. C'est pas évident, ça, d'avoir les membres canadiens. Oui, ça, on est content de ça parce que, tu sais, le Canadien y croit. Nous, c'est sûr qu'on y croit, là. On serait mal placé sinon. Ça fait que, tu sais, on est dans la prévention, puis pour nous, on trouve que c'est extrêmement important parce que, tu sais, tantôt, mon image du steak dans ton assiette, là. Le sport, ça fait partie de ton assiette. Puis quand on est parent, puis qu'on est gestionnaire d'organisations sportives, notre responsabilité à nous, c'est d'assurer le développement global de nos jeunes. Fait que moi, là, mes enfants, je veux qu'ils réussissent à l'école. Je veux qu'ils réussissent dans le sport, puis je veux qu'ils réussissent dans la vie. Fait que, tu sais, t'as les protéines, t'as tes glucides, puis t'as tes légumes. Ben, c'est la même affaire. Nous, on veut développer des bons citoyens parce que, pourquoi on veut faire ça? C'est des facteurs de protection qui, à terme, à long terme, ben, si tu as éduqué ces enfants-là, ces jeunes-là à être de bons citoyens, que ce soit avec des bandes dessinées ou un podcast avec Samuel Montembeault,
ben on sème des graines. Puis on vient développer des individus qui accepteront pas qu'un coéquipier se comporte comme les petits gars de Hockey Canada. Ou des gens qui vont faire de l'exclusion liée à l'homophobie et à la transphobie. On développe des citoyens, puis des citoyens qui vont être connaissants de leur rôle, qui vont avoir un impact positif, puis qui vont agir, que ça va agir comme des facteurs de protection sur eux, parce que ils vont avoir lu une BD, puis grandi avec des capsules de Demain un homme ou de Moi j'embarque, un atelier de sportail, puis ils vont s'être développés. Ça vient un peu recalibrer, là, tu sais, là. Ouais. Ils vont avoir compris dans leur cheminement qu'il y a des affaires qui sont acceptables, puis il y en a qui ne sont pas, qui peuvent jouer un rôle s'ils sont victimes, qui peuvent jouer un rôle s'ils sont témoins, puis qu'il y a des services qui existent pour eux. Ça me fait penser, quand on parle de racisme systémique, mais là, toxicité systémique, c'est tous des moyens justement pour enlever, c'est comme cette pensée-là que les gens ont directement, c'est comme dans leur instinct, tu sais, fait que ça prend beaucoup d'outils puis de moyens. Parce que de base, c'est le sport, tu performes, tu penses pas nécessairement plus loin, mais attends un peu, là. Ouais. Après un petit 2 minutes, là. Ou viens plus au match, là. Relax un an chez vous. Ouais. Sylvain Grotto, DG de Sportaid, merci beaucoup de t'être déplacé dans nos studios. Les sous-sols, le Gadieu, ça n'a pas l'air, mais ça a des studios. Merci beaucoup, puis en espérant en avoir sensibilisé. En tout cas, je vais y passer 2 fois, là, si finalement j'entraîne mon fils Nathan. Non, je vais le faire. C'est toi? Ouais, c'est bon. Hey, merci à vous deux. Merci.